Les rendez-vous de l'histoire de Blois au mémorial de la Shoah. Chaque année, nous essayons de nous glisser dans le thème de manière à parler des sujets qui nous intéressent. Donc cette année, le Troisième Reich, l'empire de la science. Et je voudrais commencer par un petit mot sur un procès, le procès qui s'est tenu du 9 décembre 1946 au 19 juillet 1947, dans le palais de justice de Nuremberg, où venait de s'achever le procès international des grands criminels nazis. Le premier, ce procès du 19 décembre 1946 au 19 juillet 1947, ce procès est le premier de 12 procès organisés dans cette ville, située en zone d'occupation américaine. Et il s'agit du procès des médecins nazis. Ce procès fut conduit par un tribunal militaire américain selon les règles du droit. 23 accusés étaient jugés là, dont 20 médecins. Parmi les chefs d'accusation, tous les prévenus étaient accusés d'avoir pratiqué dans les prisons du Reich, sur des civils ou des militaires, et sans le consentement de ceux-ci, des expériences, au cours desquelles ils avaient commis, je cite, meurtre, brutalité, cruauté, torture, atrocité, et autres actes inhumains, fermez les guillemets. Ces actes étaient en réalité autant d'expériences conduites au bénéfice des armées de l'air, des armées de la marine, de la Wehrmacht, de l'armée en général. Notons que 4 inculpés parmi ces hommes furent accusés d'avoir participé au programme de mise à mort de personnes considérées comme ne méritant pas de vivre, comme douées de vie sans valeur et considérées comme fardeau pour la machine de guerre nazie. Vous aurez reconnu là le programme T4. On peut citer parmi ces hommes Karl Brandt, médecin personnel de Hitler, Joachim Mrugowski, qui était chef de l'Institut d'hygiène de la Waffen-SS, ou encore Karl Gebhardt, médecin d'Himmler, médecin-chef de l'Institut Däumlichen et président de la Croix-Rouge allemande, par exemple. Ouvrir cette table ronde par le procès des médecins, c'est d'emblée, finalement, poser la question de la compromission du monde scientifique, et des scientifiques en général, des scientifiques allemands, avec le nazisme. Un régime qui se voulait basé sur une pensée scientifique. Les nazis, et j'ai perdu ma feuille, c'est pas grave, j'ai paumé ma feuille, c'est pas grave. Les nazis prétendaient appliquer les résultats des sciences de la vie et définissaient leur politique comme une biologie appliquée. Tout à fait. Donc, la question que nous allons poser relève d'un paradoxe. Le paradoxe de cette volonté de scientificité du nazisme, dont on connaît l'inanité en réalité, et finalement l'adhésion massive. Yves Ternon nous en donnera quelques aperçus. L'adhésion massive du monde scientifique allemand au nazisme et au régime nazi. Alors pour parler de ce paradoxe, pour éclairer ce paradoxe, en revenant sur l'idéologie, sur les pratiques biologiques et biologistes des médecins et des juristes, j'ai à ma droite, un petit problème, à ma droite, Yves Ternon. Yves Ternon est historien, on ne le présente plus, c'est un des grands historiens aujourd'hui, des génocides, de l'histoire des génocides. Il est chirurgien de formation et il s'est beaucoup intéressé à toutes ces questions de médecine et de sciences nazies. Je renverrai à 2 de ses derniers ouvrages. Alors, c'est Génocide, anatomie d'un crime, chez Armand Collin en 2015, et Jeunesse du droit international, chez Cartala, également en 2015. Voilà. Et à ma gauche, donc, toujours, Johan Chapoutot, historien, professeur des universités à la Sorbonne
Université Paris 4, très grand spécialiste du nazisme, qui est aujourd'hui fait référence en France et pas seulement en France. Je rappelle que son livre La loi du sang, ça me permet de citer La loi du sang, a reçu le prix Yad Vashem 2015, c'est ça 2015, voilà. Et je renvoie également à son dernier ouvrage, La révolution culturelle nazie, chez Gallimard. Voilà. Alors on va commencer, cher Johan. Je vais te poser une première question. Ma première question va porter sur justement la place de la science dans l'idéologie et l'imaginaire nazi. Oui, c'est une question qui peut apparaître comme paradoxale dans un premier temps parce que on a tellement l'habitude, dans le sens commun, si vous voulez, dans la culture commune, d'associer nazisme à archaïsme, nazisme à barbarie, qu'on nous présente tellement le nazisme comme une espèce de surrection, de résurrection de tout ce qu'il y a de plus archaïque, de plus barbare dans les forêts germaniques, si vous voulez, qu'on ne voit pas très bien ce que le nazisme a à faire, ni avec la culture, ni avec la science. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que l'on constate, un petit peu comme... on a eu le même étonnement, si vous voulez, en 2001, lorsque des gens qui se réclamaient des grottes et de hadiths datant de 1500 ans, lorsqu'on a découvert qu'ils étaient ingénieurs et suffisamment éclairés du point de vue de l'ingénierie de la science pour faire s'écrouler 2 tours grâce à des calculs savants sur le niveau de kérosène des avions. Dans le même temps, chez les nazis, il y a évidemment une exploitation sans aucun problème ni paradoxe de la modernité technique et scientifique la plus en pointe. Et nous associons à juste titre les nazis avec des innovations scientifiques et techniques, notamment dans le domaine de l'armement, comme la technique des fusées en balistique, l'invention du moteur à réaction, la maîtrise de l'arme atomique qui est avérée. Alors, ils n'avaient pas les vecteurs en printemps 1945, mais ils maîtrisaient les processus d'explosion atomique. Et ces techniques-là ont été utilisées, copiées-collées par d'anciens ennemis qui étaient ensuite en quête de combattants pour la guerre froide. L'exemple archétypal, c'est évidemment Wernher von Braun, qui, après avoir travaillé au V2, devient le maître du projet Apollo et permet la constitution d'une balistique américaine qui tient la route face aux soviétiques et la fameuse conquête spatiale. Donc on a ces deux extrémités de l'arc, si vous voulez, qui sont en tension. Archaïsme supposé d'un côté, scientisme de pointe de l'autre. Ce qui est intéressant, c'est que les nazis se réclament de fait de la science. Ce qui peut nous paraître, nous, un petit peu, là aussi, encore paradoxal, parce que nous associons science comme culture à universalisme, partage des connaissances, colloque des raisons, à la raison et à son travail. Les nazis, eux, considéraient que la science et l'évolution de la connaissance scientifique était un des résultats, un des symptômes même, puisqu'il résonne en termes biologiques, un des symptômes du génie germanique. Ce sont des racistes conséquents, des biologistes très déterministes, parfaitement cohérents et radicaux, qui considèrent que toute création intellectuelle et culturelle au cours de l'histoire depuis la plus haute antiquité est la création, l'œuvre du génie germanique. Dans la réécriture qu'ils font de l'histoire et de la culture et de la science, Platon, par exemple, est considéré comme étant un homme germanique, puisque les Grecs sont censés être des tribus germaniques venues du nord, émigrées dans le sud, qui se sont installées en Méditerranée et qui, là-bas, sous les cieux cléments de Méditerranée, ont opéré cette photosynthèse culturelle qui a permis l'éclosion de la science, de la philosophie, des mathématiques, de la démocratie, mais enfin ça il ne faut pas trop le dire parce que c'est problématique d'un point de vue nazi, mais en tout cas de l'intelligence humaine la plus sublime et la plus élevée. Et les nazis croient voir dans les performances contemporaines de la science allemande la corroboration de ce postulat biologico-déterministe. Le fait que l'Allemagne soit non seulement la nation la plus alphabétisée au monde, tradition luthérienne on va dire, mais également la patrie des prix Nobel, avec une ribambelle de prix Nobel en physique, en chimie, en médecine, et bon, tout ça est très connu, est évidemment la confirmation que l'intelligence est une qualité germanique, l'intelligence scientifique. Et
de ce point de vue-là, les nazis participent d'un grand mouvement, si vous voulez, positiviste et scientiste, qui a marqué la deuxième moitié du XIXe siècle, la première moitié du XXe siècle, une forme de foi, de croyance, de fait, de l'ordre du religieux, en la science et en ses résultats. C'est important de le dire parce que nous voyons, à juste titre, a priori, le nazisme et les nazis comme étant totalement exorbitants à nos catégories de compréhension, morale, intellectuelle, et c'est heureux, mais également comme étant étrangers à l'histoire de l'Europe et de l'Occident, et des disciplines scientifiques, de la science, de l'intelligence humaine. Or, lorsqu'on se penche d'un peu plus près sur eux, on se rend compte que les idées qu'ils défendent sont assez banales dans le contexte européen et occidental de l'époque. Les nazis sont des antisémites convaincus, ils ne sont pas les seuls, loin de là. Ce sont des racistes confirmés, tout le monde l'est à peu près à l'époque, y compris évidemment savants, médecins, biologistes, etc. Et on pourrait évidemment continuer la liste des ismes qui montrent bien que les nazis participent d'un fonds commun culturel européen et occidental. Et ce fonds commun a été réarmé, si vous voulez, par l'épopée de la colonisation, elle-même gagée sur le développement de la science au XIXe siècle. Et je vais faire un petit retour en arrière rapide pour une mise en perspective. La grande science du XIXe siècle, ce n'est pas tant la physique et la chimie que, au fond, tout ce qui relève des sciences naturelles, un vaste spectre comprenant la médecine, tout ce qui concerne les sciences du vivant, si vous voulez. Et ça ne date pas d'hier, puisque dès le XVIIe siècle, on se lance dans une espèce d'épopée scientifique aristotélicienne en Occident. On veut cataloguer le vivant, cartographier le vivant. C'est ce que fait la paléontologie d'abord, en approchant le vivant par le mort, par le fossile, mais également les naturalistes, ceux qui pratiquent ce que l'on appelle à l'époque l'histoire naturelle, ce terme un peu désuet qui a disparu depuis, mais qui est à l'époque pris dans son sens étymologique d'enquête sur la nature. Et l'enquête sur la nature, l'histoire naturelle, consiste à aller voir, à identifier, à nommer des plantes, des fleurs, des animaux, des mollusques, tout ce que vous voulez. Donc à les repérer, à les nommer, à les cataloguer et à les hiérarchiser dans des hiérarchies que construisent les naturalistes, les cuviers, les Linnés, ces grands noms qui ont marqué l'histoire naturelle. Et au XIXe siècle, la science naturelle s'empare de ce dont elle ne traitait que peu auparavant, après les plantes et les animaux, les hommes. Et c'est la naissance et l'efflorescence de la science de la race, de l'anthropologie raciale, qui est enseignée partout, dans les muséums d'histoire naturelle, à Paris par exemple, dans les universités, à l'Institut d'anthropologie de la Sorbonne par exemple, à Oxford, à Cambridge, à Harvard, en Allemagne, à Iéna, en Suède, partout, en Suisse, partout. Le racisme est d'abord et avant tout une science, au même titre que le classement des animaux, des plantes, tout ce que vous voulez, et des minéraux, bien entendu. Et évidemment, cette science-là arme le projet politique de la colonisation qui repose sur le racisme comme science. Les nazis actent tout cela et disent, au fond, nous sommes les héritiers de ce grand mouvement scientifique du XIXe siècle. Contrairement à nos ancêtres qui ne comprenaient pas les lois de l'histoire, qui sont elles-mêmes les lois de la nature, nous n'avons plus d'excuses pour agir, puisque nous sommes les héritiers de la science du XIXe siècle. Ils se réclament donc de cette science, jusqu'à dire ce que dit Hitler à plusieurs reprises, le nazisme, c'est de la biologie appliquée. Le nazisme, c'est de la biologie appliquée ou de l'anthropologie raciale appliquée, je le cite. C'est-à-dire que les nazis prétendent transcrire dans l'ordre du politique ce qui auparavant était de l'ordre du scientifique, et ils estiment qu'il y aurait une faute morale à ne pas traduire le scientifique en politique. Parce que agir sans la science, et voire contre la science, revient à offenser la nature, à aller contre la nature, à mettre en péril la race germanique et à signer sa mort prochaine. Et il faut voir que ce discours-là est sous-tendu par une angoisse profonde qui est celle issue évidemment de la modernisation des années 1870 et suivantes, je ne reviens pas là-dessus, mais qui a vraiment déstabilisé les Allemands. Ensuite, évidemment, la Grande Guerre. La Grande Guerre, c'est 2 500 000 morts. Si vous ajoutez aux militaires, aux pauvres troufions qui se sont fait trouer la peau au front
les civils qui sont morts à cause du blocus, de la famine, des maladies, 2 500 000 morts, et se diffuse en Occident et singulièrement en Allemagne, mais pas que, l'idée selon laquelle la Grande Guerre marque la fin de l'Occident. Paul Valéry l'a très bien dit. Tout cela étant sous-tendu par une angoisse biologique de l'extinction de l'espèce, puisque les races humaines sont considérées et conçues comme étant autant d'espèces animales, vouées à exister selon les lois de la nature, c'est-à-dire des espèces en lutte les unes contre les autres pour la maîtrise des territoires, pour l'approvisionnement, la nutrition, la reproduction et donc la perdurance, la persévérance dans l'être de ces espèces biologiques. Eh bien, tout cela est remis en cause par la Grande Guerre, guerre fratricide européenne, blanche. La race blanche s'est automutilée et la Grande Guerre marque une régression dans la sélection naturelle, puisqu'on a perdu des hommes, mais pire que cela, pire que perdre beaucoup d'hommes, on a perdu les meilleurs. La guerre étant l'épreuve contre-sélective par excellence, dans des termes darwinistes ou socio-darwinistes. Pourquoi ? Parce qu'en guerre, ce sont les meilleurs qui se portent au combat, les plus courageux, alors que survivent et subsistent les ratés, les tarés, les lâches, les planqués. Résultat, les années 20, partout en Occident, sont obsédés par la dégénérescence biologique et par la nécessité d'une action. Et les nazis sont de ceux qui disent « dont acte ». Agissons vite parce que l'Allemagne va disparaître, l'Allemagne est menacée d'extinction, et agissons selon les lois de la nature qui ont été validées, étudiées et validées par la science, l'histoire naturelle, les sciences naturelles, la médecine, la biologie du XIXe siècle. C'est pour ça que dès 1933, sont prises des décisions. Premièrement, écarter les juifs autant que possible de la vie allemande par la loi du 7 avril 1933 qui exclut les juifs de la fonction publique, les juifs étant conçus par les nazis et singulièrement par les médecins nazis comme étant un danger biologique, une virulence biologique, à écarter de la vie allemande, et également la loi du 14 juillet 1933, au passage ce n'est pas un hasard si elle est signée le 14 juillet, la loi du 14 juillet 1933 qui crée les tribunaux de santé héréditaire qui vont prononcer 400 000 stérilisations de supposés malades pendant 12 ans. Encore une fois, tout cela se fait sous l'autorité de la loi scientifique, de la science. Il n'y a pas à discuter parce que l'on agit en nécessité naturelle, il n'y a pas de débat. Merci Johan. Alors, nous avons très bien compris quel était le rapport du nazisme à la science. Ce qui peut être intéressant, cher Yves, je me tourne vers toi, c'est justement comment les scientifiques, et notamment les médecins, ont-ils reçu le nazisme et quelle a été leur attitude face aux nazis ? Dans l'Europe génocidaire, comme on l'a appelé, de la fin du XIXe siècle, les personnes qui adhéraient au racisme biologique ou à ses différentes variantes n'étaient dans le monde scientifique qu'une relative minorité. Il faut quand même noter qu'en Allemagne, ce racisme biologique a pris un nom, l'hygiène raciale, qui était déjà défini dans les premiers livres parus de Pleutz en particulier, comme à la fois la nécessité de purifier la race en évitant les mélanges des races et de purifier la race à l'intérieur en éliminant les personnes de mauvaise qualité. Et donc l'événement fondamental, c'est évidemment la Première Guerre mondiale. Mais il faut savoir que dès la République de Weimar, dans la République de Weimar, va mûrir en quelque sorte toute la médecine nazie des années 1933. En effet, dès les premières années, dès 1921, apparaît déjà dans le livre de Binding et Hoche sur la demande de liberté, de droit d'exterminer les vies sans valeur, cette notion de purification à l'intérieur de la race en éliminant, il ne faut pas oublier que les malades mentaux avaient d'ailleurs, comme d'autres Allemands, souffert en priorité de la famine. Donc déjà cette nécessité d'éliminer à l'intérieur de la race les vies sans valeur. Et d'autre part, bien entendu, la naissance d'une science qui s'ébauche déjà dans les années 22-23 avec le livre fondamental de Bauer, Fischer, Lenz, qui va être le livre de base de la science nazie, qui traite à la fois de l'anthropologie, de l'hygiène raciale et de la génétique. Il faut noter d'ailleurs que l'éditeur Lehmann va remettre à Hitler
quand il est interné, le livre de Lenz, c'est que ça inspirera quelques chapitres de Mein Kampf et montrera d'ailleurs en partie l'intérêt qu'Hitler porte, alors qu'il est totalement ignorant de ces sujets, à l'utilisation de l'hygiène raciale dans son idéologie. Mais parallèlement, va se développer à l'intérieur de l'Allemagne de Weimar et surtout à partir des années 27 et de la création au Kaiser-Wilhelm Institut de Berlin, qui est un institut privé, d'une chaire confiée à Eugen Fischer, qui était l'un des grands théoriciens du racisme biologique, sur l'anthropologie, qui n'est pas véritablement une science médicale, sur ce que l'on appelle encore qu'on n'appelle pas encore l'hygiène des races, et sur la génétique. Il faut savoir que la génétique est véritablement naissante à cette période et que toutes les erreurs sur la génétique vont s'accumuler au cours de la période nazie. Et parallèlement se développe dans les universités un enseignement déjà de ces sciences qui va se développer de façon exponentielle dans le Troisième Reich. Parallèlement également, la Ligue des médecins nazis va se former sous la direction de Gerhard Wagner, qui va être le futur leader de la médecine allemande, sous le national-socialisme. Donc on voit déjà un appétit pour ces sujets, et chez les étudiants qui vont donc former une grande partie des médecins nazis sous le national-socialisme, des médecins nazis, et chez les médecins plus âgés. Et en 1933, dès le 30 janvier 1933, on assiste à une véritable explosion. Comme l'a dit Johann, la loi d'avril, non seulement évidemment parle de l'exclusion des Juifs, mais également commence la modification du système de santé allemand. Ce qui est très important, c'est qu'il y avait un système plutôt communal et qu'on va arriver à un système d'État. Un système d'État qui définit des offices de santé. L'architecte de toute cette période, c'est Arthur Guth, qui va fonder en Allemagne les offices de santé du Reich, qui contrôlent à la fois l'ensemble de l'organisation médicale et également les assurances maladies qui existent déjà depuis la fin de la période de Bismarck, qui sont d'ailleurs très en avance sur les autres pays. Et donc les médecins allemands, sous le national-socialisme, leur carrière d'une part, mais aussi leurs ressources, dépendent de ce système de santé auquel ils sont assujettis. Il y a effectivement à cette période eu un certain conflit avec la Chambre des médecins du Reich dirigée par Wagner, mais en fin de compte, chez les uns et les autres se récupèrent dans la création de cette médecine. Il y a une véritable explosion de l'enseignement du racisme biologique à l'intérieur des universités. On voit multiplier par peut-être 10, je n'ai pas le chiffre en tête, le nombre des chaires universitaires qui sont autant de promotions de carrière pour les médecins. Parallèlement, se dessine un aspect qui est extrêmement important, c'est-à-dire la nécessité de se débarrasser des médecins juifs. Les médecins juifs représentent un pourcentage important. Dans une ville comme Berlin, plus de la moitié des médecins sont juifs et les familles allemandes ont leurs bons médecins et s'occupent peu du fait qu'ils soient juifs ou non. Donc ça va être un problème. Il va falloir plusieurs années pour pouvoir se débarrasser des médecins juifs, ce qui est à la fois dans l'université, dans la pratique médicale, la révélation d'une véritable veulerie des médecins nazis qui vont profiter donc de cette exclusion pour des avantages multiples. Mais l'événement le plus important, c'est évidemment, comme le rappelait Johann, la loi du 14 juillet 1933. Car elle fixe, c'est un train de loi dans lequel il y a la loi donc sur la protection d'une descendance héréditairement malade, c'est à peu près le titre. Mais ce qui est intéressant sur le plan scientifique, c'est de noter qu'il y a 7 maladies qui sont définies, 8 maladies d'ailleurs, dont 5 se relèvent de la pathologie mentale. Or, 4 de ces maladies, qui sont vraiment les centres de recherche pour les universitaires allemands, c'est-à-dire la schizophrénie, l'épilepsie, ce qu'on appelle aujourd'hui le syndrome bipolaire, et la déficience mentale, ne relèvent absolument pas de l'hérédité. Seule la chorée de Huntington, c'est-à-dire l'agence de Saint-Guy, relève d'une pathologie reconnue aujourd'hui comme génétique. Donc, on est déjà dans l'erreur scientifique. Et cela s'explique par
le fait que la médecine allemande est centrée sur l'hérédité. On est au début des connaissances de la génétique, mais non seulement le médecin allemand est le soldat biologique du peuple allemand, mais pour la médecine, tout est hérédité, rien n'est qu'hérédité. Donc on va s'opérer dans la pensée des médecins allemands, sous le national-socialisme, ce que Elie Wiesel appelait une déréalisation. C'est-à-dire on va passer d'un concept de base qui est celui que nous avons tous eu comme médecins et que nous avons, Dieu merci encore, qui est celui d'une humanité, de la protection de l'individu, à un passage où l'individu n'est plus rien, mais n'est plus qu'une cellule à l'intérieur d'un corps abstrait qui est le peuple allemand. Et ce peuple allemand, c'est le seul malade qu'a à traiter le médecin allemand, le médecin sous le national-socialisme. Donc, c'est très simple, il y a des cellules saines qu'il faut protéger, il y a des cellules malades qu'il faut éradiquer. On est déjà dans une substitution de valeurs qui fait que tout un tas de personnages qui ont perdu cette notion d'humanité par leur situation, soit de maladie, soit de non-race dominante, vont être des objets à détruire. Et parallèlement, et c'est important de le dire, la médecine allemande sous le national-socialisme est et demeure une des meilleures du monde, en particulier dans le domaine de la psychiatrie. Et c'est cela le paradoxe, c'est que ce sont sur le plan des malades qu'ils vont traiter, pour la plupart de bons médecins, qui savent soigner les malades selon certaines maladies. Mais dès que l'on sort du champ habituel de la médecine de famille ou d'un enseignement de maladies classiques, on est dans cette perspective. Donc on voit que dans cette période de 33 à 38, je dis bien 38 et pas encore 39, vous verrez pourquoi, il s'est opéré cette déréalisation qui fait qu'il y a non seulement une médecine quotidienne qui n'est pas mauvaise, et également même des progrès dans la science médicale. Parce que paradoxalement, comme l'a montré Robert Proctor, les médecins allemands vont appliquer les règles d'hygiène qui sont dérivées d'ailleurs des fantasmes d'Hitler, c'est-à-dire suppression du tabac, limitation de l'alcoolisme, manger moins de viande, etc., etc. Mais quand il s'agit d'un domaine où il est évident qu'on touche à la race, là tout change. Par exemple, il y a des recherches qui sont faites, qui découvrent que dans des centres dans des cavernes où on extrait des produits radioactifs, des Allemands ont été intoxiqués. Et là, on va les enlever et envoyer des détenus des camps de concentration, etc., etc. Donc, ils ont une logique à deux vitesses. Tout ce qui touche à la race permet effectivement tous les excès. Et en dehors de ça, ce sont des médecins qui pratiquent une médecine quotidienne à peu près normale. Et c'est cela, ce paradoxe, qui va ouvrir la voie à cette situation criminelle qui se débauche déjà en 1936, mais qui commence déjà avec les lois de stérilisation. Parce que ces lois de stérilisation, il faut préciser qu'ils étaient contents de faire cela parce qu'on les autorisait, il y avait déjà des lois à travers le monde, mais le consentement devait être obtenu. Et là, ce sont des stérilisations volontaires pour la quasi-totalité. Or, on institue des tribunaux de santé héréditaires, des chambres de surveillance de ces tribunaux de santé héréditaires, plusieurs centaines de tribunaux de santé qui vont décider. On avait prévu même que ce soit plusieurs millions d'Allemands, 2 millions d'Allemands qui seraient stérilisés. On en a limité à 400 000. Mais ces stérilisations portent essentiellement sur des personnes atteintes de pathologie mentale ou à peine atteintes de pathologie mentale. Or, si on fait une ligature des déférents chez l'homme, c'est facile, mais chez la femme, on ouvre le ventre pour faire une salpingectomie, enfin l'ablation des trompes, et même d'ailleurs parfois plus. Et là, on a déjà les premiers morts. Et parallèlement, on va stériliser les bâtards de Rhénanie. Parallèlement, on va castrer les personnes atteintes de manie sexuelle, etc., même d'homosexualité. Et donc, on arrive déjà dans un système criminel. Et ce qui est intéressant aussi, c'est au niveau de l'avortement. L'avortement d'un fœtus de bonne race est puni par la loi, et même souvent puni de mort. Alors que si on veut faire avorter des personnes d'autres races, ça n'a vraiment aucune importance. Donc, on a déjà une transformation complète du juridique. C'est cela qui est important, c'est que le juridique
va amener la transformation, suivre la transformation. Il y a une collaboration étroite entre la médecine nazie et les avocats et juges nazis. Voilà. Merci, merci Yves. Alors, la question qui vient à l'esprit en entendant Yves nous décrire l'attitude des scientifiques et notamment des médecins, et là je me retourne vers Johan, peut-on commencer à réfléchir, à expliquer justement cette adhésion? Est-ce que la question de l'ouverture des possibles pour tout scientifique qui finalement traînerait avec lui une sorte d'impensé peut être un début d'explication? Oui, alors c'est quelque chose qu'on rencontre dans beaucoup de disciplines scientifiques. L'arrivée des nazis au pouvoir offre d'abord des opportunités de carrière. Hein. Lorsque vous purifiez la fonction publique allemande, vous libérez 30% des postes à l'université. Bon, ça ouvre des perspectives de carrière tout à fait réjouissantes pour des gens dans des disciplines multiples, l'histoire notamment, et la géographie. Je pense notamment par exemple à ce géographe dont j'oublie le nom, les schémas centraux de Christaller. Voilà. Christaller qui est social-démocrate, qui est parti, qui a fui l'Allemagne et qui, en 1936, rentre en Allemagne. On lui offre un uniforme de la SS et un poste de professeur à l'université. C'est des choses qui ne se refusent pas, d'autant plus que on dit à Christaller, géographe, écoute, tu as fait de la théorie, maintenant on te propose de faire de la pratique. Construis-nous des schémas centraux pour la conquête et la colonisation de la Pologne. Donc il y a cette espèce d'hubris scientifique qui consiste d'une part à aimer la progression de carrière fulgurante, c'est le cas de Christaller, d'autre part à aimer la reconnaissance de ses propres idées, de ses propres théories, de ses propres travaux et leur mise en pratique. Voilà. Tout cela allant de pair avec l'augmentation des rémunérations, du statut social, de tout ce que vous voulez. Lorsque vous passez de doctorant à professeur des universités, il y a des choses qui changent dans votre vie. Lorsque, par ailleurs, quand vous passez de simple capitaine dans l'armée allemande comme Rommel en 1933 à maréchal en 1941, eh bien, des choses changent dans vos rapports avec vos voisins, par exemple, ce genre de trucs. Et dans les dîners en ville. Sans parler de la feuille de salaire, évidemment. Donc il y a ces contingences matérielles là, très concrètes, très banales, mais qu'il faut prendre en compte en termes d'histoire sociale. Hein. Il y a aussi l'adhésion intellectuelle. Je reviens à ce que nous disions tout à l'heure, et ce qu'expliquait Yves. Ces idées qui régissent la médecine ou la science allemande sont des idées très largement partagées, contestées évidemment, il y a des débats scientifiques comme dans tout exercice scientifique, mais des idées très largement partagées par la médecine et la science occidentale. J'entends par Occident cette extrême Europe que l'on peut trouver en Amérique du Nord ou dans tout le Commonwealth. Ce sont des gens qui estiment que effectivement la race est une notion scientifique, que de fait l'objet de la science et par exemple de la médecine n'est pas l'individu mais est la masse ou la race. Et je vais revenir là-dessus. Cette idée-là, selon laquelle il faut choisir comme objet non pas l'individu mais le groupe, non pas l'individu mais la masse, les médecins et les scientifiques n'en sont pas les inventeurs, ils sont tributaires d'un contexte intellectuel et culturel beaucoup plus général qui a vu de fait, pour aller vite, l'entrée des masses en politique et l'entrée des masses en histoire. Voilà. Depuis la Révolution française, depuis les guerres de la Révolution et de l'Empire, Clausewitz l'a très bien montré, Raymond Aron commentant Clausewitz aussi, depuis la Grande Guerre, la Première Guerre mondiale qui a été une guerre de peuple, une guerre de masse, une guerre de mobilisation totale dans tous les pays belligérants, on a acté le fait que les masses étaient de fait le véritable sujet de la politique et de l'histoire. Dès lors, c'est le véritable centre d'intérêt des sciences. Voyez la sociologie holistique qui se développe à la fin du XIXe siècle. La sociologie holistique, par opposition à la sociologie individualiste, s'intéresse au holos, hein, c'est-à-dire au groupe, au tout, et non pas à la partie. Et considère que la partie, l'individu, est déterminé par le tout et non le contraire, comme le dit la sociologie individualiste. Voyez les travaux de Gustave Le Bon sur la psychologie des foules. On ne parle plus de psychologie d'un individu, mais de psychologie des foules. Et tout cela, évidemment, touche aussi la médecine, qui considère que, encore une fois, son objet n'est pas le sujet individuel, mais la masse, mais la race. Et de ce point de vue-là, la biologie est très rassurante, parce que l'entrée des masses en politique, en guerre, dans l'histoire, a effrayé évidemment toutes les élites, et les scientifiques font partie des élites qui s'en effraient. Hein.
Ce sont rarement des gens à la pointe du combat politique pour l'émancipation. Les scientifiques, et singulièrement les médecins, les juristes, les historiens. Voyez Taine, voyez même Renan, hein, que l'on érige en concepteur français de la nation, ou d'une conception française de la nation, alors que c'est quelqu'un qui croit à la race, Renan. Hein, il y croit. Et c'est un scientifique. Bon. Je ne me souviens plus ce que je voulais dire. Pas en Renan. Mais la biologie rassurante, voilà. Merci. La biologie est une manière d'appréhender la masse en disant, bon, ce qui nous paraissait volatile, irrationnel, échappant à tout contrôle, est rationalisable et contrôlable par la biologie. Ce n'est plus une nuée volante dont on ne comprend pas les lois, dont on ne comprend pas le comportement, on en comprend le développement et le comportement grâce à la biologie. Donc la race permet de fixer la masse, voilà. C'est ça la thèse. Et c'est ça ce qui est rassurant, et c'est ça qui, évidemment, ensuite, aggravé par l'expérience de la guerre de masse, hein, la Première Guerre mondiale, et expérience du deuil de masse, fait que l'idée du gentilisme, comme le dit Friedrich Lenz, hein, Fritz Lenz, grand médecin, grand eugéniste de l'époque, le gentilisme, c'est-à-dire non pas l'humanisme universel, mais une morale, une attention portée à la gens, hein, la gens, c'est-à-dire le groupe, la nation ou la race. Le gentilisme, dit Friedrich Lenz dès 1917, ce jeune médecin, doit remplacer l'humanisme. L'humanisme et l'universalisme, ce sont les idées de nos ennemis. La France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, qui se permettent de prétendre qu'ils combattent au nom de l'humanité. Eh bien, dont acte, dit-il, nous, l'Allemagne, nous combattons pour nous-mêmes. Voilà. Vous avez préempté l'humanité, eh bien nous considérons que nous nous battons pour la race. Et en tant que médecin, dit-il, je vais agir, non pas pour une humanité abstraite qui n'existe pas, vieille idée contre-révolutionnaire formulée dès les années 1780, mais pour la seule réalité concrète qui soit, c'est-à-dire moi, ma famille, ma race, point. Et le reste ne m'intéresse pas. Tout cela, évidemment, influe sur la pratique de la science, la conception de la science et singulièrement de la médecine. Dès lors, le serment d'Hippocrate ne vaut pas pour l'individu, hein, il vaut pour la race dans son entier, et tout cela induit des modifications dans la conception du politique. Dans la documentation photographique, j'avais traduit et cité, produit ce texte écrit par Werner Best en 1936, dans le numéro 3 de la Gestapo, un jeune juriste brillant, général de la SS, qui dit « Nous, les policiers, nous sommes les médecins du corps allemand ». Et Yves parlait de ce corps abstrait, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que pour eux, pour un Best, docteur mais en droit, ou pour un Karl Brandt, docteur mais en médecine, le corps allemand n'est pas une chimère. C'est la seule réalité concrète qui soit. Ce qui est chimérique, c'est l'humanité qui n'existe pas, puisqu'il n'y a que des races qui sont autant d'espèces en lutte les unes contre les autres. Ce qui existe, ce qu'il y a de plus concret, c'est mon sang, ma chair, ma race. Donc le corps allemand n'est pas une métaphore, n'est pas une image. C'est une réalité organique, anatomo-biologique, concrète. Et de fait, les policiers sont, comme les politiques, sont les médecins du corps allemand. Dès lors, ils vont agir violemment sur une partie du corps, de la même manière qu'un médecin va brûler une verrue, va arracher une dent carriée ou va amputer un membre qui menace de contaminer par la gangrène la totalité du corps. Et ça, vous voyez le potentiel de légitimation infinie que cela a lorsque vous avez cette conception biologico-médicale de l'acte. Ce que je voulais dire par ailleurs, c'est que je voulais revenir au paradoxe du départ. Quand on a posé ce paradoxe entre d'un côté archaïsme barbare, des types qui brûlent des livres, des SA qui ne connaissent que la violence, des skins, des supporters du PSG, si vous voulez. Moi, c'est plutôt l'Olympique de Marseille, mais voilà. Et non, pas en ce moment. Et de l'autre côté, l'extrême progrès scientifique, les avions en réaction, les V2, la balistique, tout ce que vous voulez. De fait, il n'y a pas de contradiction pour les nazis. Parce que, à leurs yeux, ce que montre la science, et singulièrement les sciences du vivant, est une confirmation de ce que les Germains pratiquaient depuis la plus haute antiquité, depuis la préhistoire. Que faisaient les Germains, disent les nazis, qui prétendent s'y connaître? Eh bien, ils laissaient mourir le malade. Voilà. Ils procréaient beaucoup, ils faisaient beaucoup d'enfants sains, qu'ils éduquaient à la dure pour qu'ils soient vigoureux et sains et qu'ils puissent affronter la lutte pour la vie.
C'est ensuite que l'on a dégénéré, disent les nazis, à cause du christianisme, qui est du judaïsme rebouilli, si vous voulez, à cause de l'humanisme, qui est une forme de christianisme bis. Tout ça, c'est évidemment un complot des juifs pour désarmer la race nordique et lui dire « mais non, tu n'es pas seul au monde, mais non, tu n'es pas supérieur, regarde, nous sommes tous des enfants de Dieu, il faut protéger toute vie, même malade, même étrangère ». Voilà des lois abstraites et néfastes qui sont venues désarmer la race nordique. Il faut revenir à ce que faisaient les Germains à l'origine, faire beaucoup d'enfants, laisser mourir les malades, tuer les ennemis jusqu'au dernier et conquérir des espaces pour manger. Voilà. C'est la seule loi qui s'impose, c'est la loi de la nature, les nazis n'étant que les héritiers, évidemment, du darwinisme social prôné par les scientifiques et les théoriciens britanniques de la seconde moitié du XIXe siècle. Dès lors, la science, gagée, si vous voulez, sur cette notion vraiment incoercible d'hérédité, ne vient que confirmer l'instinct racial primal, primaire, non intellectualisé, non conscientisé de la race à l'origine. Pas de contradiction entre archaïsme et scientisme, puisque la science vient confirmer que les Germains avaient raison à l'origine. Ce qui est très intéressant dans ce que tu viens de dire, Johan, et ce que j'en retiendrai en particulier, c'est ce besoin absolu d'être rassuré en permanence, de calmer cette angoisse de disparition, qui finalement, quand on regarde le nazisme, il vient de me glisser un petit mot à l'oreille, sympa. Quand on regarde le nazisme, mais pas seulement le nazisme, quand on regarde là, je parle sous le contrôle de Yves, grand connaisseur des violences de masse et notamment génocidaires, le passage à l'acte est toujours le fait, a toujours comme moteur une angoisse. Une angoisse, et c'est extrêmement frappant dans le cas du nazisme. Yves, sur le terrain, les médecins, on va se concentrer sur les médecins ont eu justement ce que j'ai appelé tout à l'heure cette ouverture des possibles. Ouverture des possibles, quand on avait une fois qu'on avait adhéré finalement au national-socialisme et que ces possibles s'étaient ouverts, enfin on allait pouvoir faire de la vraie médecine. Hein. Alors, quel a été, Yves, le rôle des médecins sur ces terrains des violences, qu'elles soient militaires, qu'elles soient à l'intérieur, qu'elles se situent à l'intérieur des Konzentrationslager, des camps de concentration, ou alors dans le cadre du génocide. Ce que j'ai oublié peut-être de dire, c'est que plus de la moitié des médecins allemands adhéraient au parti nazi, à la SA ou à la SS. C'est le premier corps qui adhère massivement au national-socialisme, plus même que celui des avocats et des juristes. Donc on est bien d'accord, dans les années 1938, la médecine allemande est massivement en accord avec l'idéologie nationale-socialiste. Pour l'instant, on est encore dans la théorie, quoiqu'il y a déjà des violences à partir de la stérilisation. Mais à partir de 1938, on va entrer dans la réalisation des vieux fantasmes qui partent d'Hitler, bien entendu, mais qui aussi partent d'un certain nombre de médecins, c'est-à-dire la mise à mort. Mise à mort d'abord des enfants mal formés. Cela commence avec une demande d'une famille à Hitler. Et là, on passe à un changement de régime parce que, puisqu'il y a conflit entre le parti et l'État, on va demander à un troisième élément, qui est la chancellerie du Führer, d'arbitrer. Et la chancellerie du Führer est dirigée par Philippe Buhler et le médecin de la chancellerie du Führer plus important, c'est Karl Brandt. Donc, il y a déjà une cellule qui se forme pour mettre à mort les enfants mal formés dès le début 1939, avec recension des malformations dans les centres d'accouchement. Et évidemment, en 1939, avec l'entrée de la guerre, non seulement on arrête la stérilisation, décret du 31 août 1939, mais on va mettre en œuvre, à partir du début de la guerre, la destruction d'une partie des pensionnaires des asiles d'aliénés. Les chiffres sont donnés dès le départ. Il y a 70 millions d'Allemands, on va tuer 70 000 aliénés. Asiles d'aliénés, c'est-à-dire pensionnaires des asiles d'aliénés, c'est-à-dire pensionnaires de maisons où des gens sont soi-disant traités, et souvent bien traités, mais que l'on a déjà
dénoncée par une propagande qui va jusque dans l'enseignement arithmétique des enfants à qui on fait compter les dépenses que l'on fait pour les palais des aliénés et les taudis des ouvriers, et donc un accord déjà qui se prépare des médecins allemands pour la mise à mort de ces aliénés. Je n'ai pas le temps de vous parler de l'action T4, elle est pourtant au cœur de la pensée génocidaire nazie, c'est-à-dire la mise à mort dans des chambres à gaz sur le territoire du Reich, c'est-à-dire 5 en Allemagne, 1 en Autriche, des chambres à gaz fonctionnant au monoxyde de carbone, dirigées par des médecins, un médecin dans chacun de ces services, où l'on met à mort toutes les personnes qui ont été sélectionnées dans les maisons de santé, ensuite déportées dans des asiles intermédiaires pour que les familles perdent leurs traces. Alors cela se passe de janvier 40 à août 1941. Et enfin, août 1941, non seulement sous la pression des églises et même du parti, parce qu'il y a quand même des gens qui ont été assassinés sans que les familles le sachent, mais avec en fin de compte l'adhésion d'une partie de l'Allemagne qui dit au fond, le Führer ne le sait pas, alors que c'est lui bien entendu qui l'a décidé et signé d'ailleurs de sa main, on est passé à une situation pré-génocidaire. Je dis pré-génocidaire parce que quand on arrête l'action T4 à la fin août 1941, le personnel de l'action T4 va être envoyé en Pologne, à Globoknik, dirigé par Christian Wirth, qui est un des fonctionnaires principaux de la T4, avec toutes les équipes, sauf les médecins. Parce qu'il n'y en a plus besoin, puisque Belzec, Sobibor, Treblinka, c'est la mise à mort de ce sont des centres d'extermination et non pas des camps. Donc on a une logique criminelle supportée en quelque sorte par une partie de la médecine, parce que c'est quand même toute la psychiatrie allemande qui va être impliquée directement ou non dans cette mise à mort de l'action T4, qui va aboutir à la plus infâme, à la plus inimaginable action criminelle, qui est l'action Reinhardt. Et parallèlement, on a effectivement ces expériences médicales dans les camps de concentration qui impliquent non pas seulement quelques médecins fous comme on a voulu le faire croire, mais les meilleurs des médecins allemands dans chaque discipline, programmés par des réunions qui ont lieu en général à Berlin pour décider quelles expériences on fera, dans quelles conditions et qui va les diriger. Expériences qui sont essentiellement dans le domaine aéronautique pour la Luftwaffe, qui sont et avec des installations très perfectionnées à Dachau, tellement perfectionnées que quand les Américains arrivent en Allemagne en 1945, ils vont s'emparer de ces médecins parce qu'ils considèrent qu'ils ont des années d'avance sur eux. Donc on est là aussi dans une logique criminelle de l'expérimentation. Mais expérience aussi sur les deux obsessions que sont le typhus et le choléra qui ont ravagé les armées allemandes pendant la Première Guerre mondiale. Expérience multiple aussi sur les gaz de combat, avec pour l'instant uniquement des expériences visant à la protection du soldat allemand, le soldat allemand étant l'essentiel, le joyau de l'Allemagne qu'il faut protéger par tous les moyens, donc à la fois des expériences sur les gaz de combat, sur les plaies, etc., etc. Mais également, on va avoir d'autres expériences qui sont d'essence raciale. Et ces expériences se produisent essentiellement à Auschwitz, où l'on envisage à la fois des recherches génétiques. Je ne détaille pas les expériences de Mengele sur les jumeaux. Il faut savoir, et là aussi il y a une continuité entre la médecine allemande et Auschwitz, où Mengele, qui est le meilleur élève, qui est un bon médecin, élève de Ottmar von Verschoor, va trouver là, envoyé par son patron, l'idéal de tout ce que demande un chercheur, tous les sujets d'expérimentation qu'on peut trouver, c'est-à-dire les jumeaux des familles tziganes, sur lesquels il va expérimenter et mettre à mort la plupart. Donc là, on est dans un champ d'expérimentation qui est purement racial. Il y a des questions que se posent, sans chercher à dire si le fait de la gémellité, c'est de pouvoir produire, que les femmes produisent plus d'enfants. Ce n'est pas la question. La question, c'est que
il y a dans les centres, dans les camps de concentration, un matériel d'expérimentation idéal pour les médecins qui n'attendaient que cela. À cette nuance près, c'est que la plupart de ces expériences auraient pu être pratiquées chez l'animal et qu'elles sont pratiquées chez l'homme sans son consentement. Donc, on est véritablement dans cette déréalisation complète qui fait que ces objets, ces stucs, ont perdu toute identité humaine, mais ne sont que utiles au développement soit de la protection du soldat allemand, soit de la race. Et il y a même plus, c'est que l'action T4 va se poursuivre dans les camps de concentration, parce que l'on appelle l'action 14F13, où les experts médicaux de la T4, qui sont des médecins SS, vont aller dans les camps de concentration sélectionner les malades pour la mise à mort. Les uns seront mis à mort dans les camps, d'autres encore dans les centres de gazage qui fonctionnent après l'arrêt de la T4. Donc on voit qu'à partir de cette déréalisation de la pensée nazie des années 33-38, on est passé directement et sans aucune difficulté au crime le plus absolu, à la destruction véritablement de toute pensée humaine, à la déshumanisation double, parce que quand on tue des êtres humains et qu'on les tue à la manière des nazis, on est soi-même déshumanisé, on n'est plus dans l'humanité. Et c'est cette perte d'humanité qui caractérise véritablement le danger, si vous voulez, que représentait la perversion de la médecine nazie. Merci beaucoup Yves. Je me tourne vers Johan. On a beaucoup parlé jusqu'à maintenant de la médecine et de l'adhésion massive, on a bien compris, massive des médecins au nazisme jusqu'à la mise en pratique sur les différents théâtres, on va dire, d'opération du nazisme. Qu'en est-il, Johan, des autres sciences ? Alors, pour les autres sciences, comme pour la médecine, comme les sciences de la nature, il faut rappeler que si l'on a parlé de médecine allemande ici, cela concerne la médecine au niveau international. Lorsque vous lisez Alexis Carrel, prix Nobel de médecine 1912, français, qui publie en 1935 un livre de promotion de l'eugénisme qui s'appelle « L'homme c'est inconnu », vous avez des propos très laudateurs envers le Troisième Reich. On est en 1935, il s'est passé 2-3 choses déjà depuis 1933. Et lors des multiples rééditions du livre, Carrel ajoute des préfaces dans les années 40, disant que décidément ce qui se passe en Allemagne est absolument formidable et que enfin un régime politique a su mener, comme on dirait aujourd'hui, les réformes qui s'imposent pour appliquer les lois de la science à la politique. Et j'ajoute que ce livre, L'homme c'est inconnu, a été régulièrement réédité en livre de poche jusqu'aux années 1980. Vous pouvez le trouver n'importe où, d'occasion, dans n'importe quelle foire électronique ou pas. Donc il faut vraiment le rappeler, même s'il y a des débats, encore une fois, normaux dans la communauté scientifique internationale, les thèses et les actions des médecins nazis ne sont pas exorbitants, ne sont pas effarants du point de vue d'une culture commune, internationale, en l'occurrence occidentale. Et les nazis, d'ailleurs, n'ont de cesse d'affirmer qu'ils sont dans le rang. Certes, ils vont plus loin et plus vite parce qu'ils ont compris l'urgence à agir en raison de la dégénérescence biologique, mais ils ne font que faire ce que font déjà d'autres. Après tout, la stérilisation forcée est pratiquée ailleurs et avant qu'en Allemagne, aux États-Unis, en Suisse, en Scandinavie. Alors, les nazis le font de manière particulièrement massive et particulièrement rapide, parce que, de fait, selon eux, l'Allemagne a déjà perdu trop de temps dans la lente dégénérescence qu'est l'histoire. Et tout cela vaut pour d'autres champs scientifiques, comme l'histoire, la géographie, les mathématiques, la physique, également les sciences de la gestion ou l'économie. Les scientifiques nazis restent partie prenante d'une communauté scientifique internationale. Alors de temps en temps, ça clash, congrès de philosophie de 1937 à Paris, par exemple, ou au congrès de sociologie également de 1937 à Paris, la question de la race est âprement débattue et contestée dans sa version déterministe par d'autres scientifiques, notamment français, qui estiment que les amis allemands, les cousins germains, insistent un petit peu trop lourdement sur le caractère de facteur déterminant de la race. Mais il reste partie prenante de cette communauté internationale. Ce qui fait que l'Allemagne nazie, jusqu'à la guerre, est considérée comme étant, encore une fois, partie intégrante de cet Occident et marchant
plus rapidement sur certains points, mais dans la même direction que l'Occident en général. C'est pour ça que je parlais des sciences de la gestion à juste titre. Voyez la manière dont, par exemple, une société comme IBM a servi les impératifs de gestion, et j'emploie le terme gestion que je déteste par ailleurs à dessein, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit. Quand les nazis décident de recenser très précisément les métiers, les lieux de résidence, le sexe et l'âge des juifs d'Allemagne, ils se tournent vers la DEOMAG, qui est une société qui appartient à IBM et qui a élaboré depuis le 19e siècle, la fin du 19e siècle, un procédé pré-informatique, si vous voulez, de recensement et de catalogage par carte perforée, hein, et avec un codage très précis. Et IBM fait des affaires fabuleuses avec le Troisième Reich. Le PDG d'IBM, James Watson, est décoré de l'ordre du Grand Aigle, qui est l'ordre suprême accordable à des étrangers en Allemagne, de même que Henry Ford, hein, à la même époque. Et tous ces gens-là considèrent qu'on a affaire à des gens qui font partie de la famille, et qui en font d'autant plus partie que l'Allemagne est devenue, en raison de la politique nazie, extinction de la gauche et des syndicats, une zone d'investissement optimale. Voilà. Une zone d'investissement optimale où, par ailleurs, du fait de l'investissement, enfin des commandes massives de l'État, le réarmement, on peut gagner beaucoup d'argent et on peut rentabiliser son capital très vite. Et j'en reviens aux sciences de la gestion qui sont très développées à l'époque, en développement à l'époque en Allemagne, et notamment par un juriste qui s'appelle Reinhard Höhn, qui s'intéresse beaucoup à l'État, à la théorie de l'État, et qui crée au sein de la SS un Institut für Staatsforschung, un institut de recherche de l'État, basé dans les centres de recherche de la SS à Dahlem, dans la banlieue de Berlin, en 1942. Et Reinhard Höhn est un des penseurs de ce qu'on appelle aujourd'hui le New Public Management. Il estime qu'il faut faire disparaître l'État pour le remplacer par des agences. Et tout cela s'inscrit dans une conception du droit et de la race et de la biologie qui est proprement nazie, qui consiste à dire l'État, c'est du statique, par définition, par étymologie. C'est un caillot qui vient entraver le flux sanguin. Il faut faire péter ce caillot en supprimant l'État. Les nazis sont des anti-étatistes convaincus. Hein, et remplacer l'État par des agences avec un budget, un projet, une mission. Hein, tout cela évoque vaguement quelques petites... Enfin bref. Et il se trouve que, par ailleurs, après 1945, Reinhard Höhn, pour se reconvertir, dans un premier temps, il se reconvertit dans la naturopathie, mais il est condamné par l'ordre des médecins parce qu'il se revendique de son titre de professeur-docteur, non pas en droit, il oublie de dire en droit, mais en médecine, et il change d'activité, il devient consultant, hein, consultant en management, et il crée une école de commerce, l'école de Bad Harzburg, qui est l'équivalent de l'INSEAD, HEC plus INSEAD en Allemagne, et qui existe toujours, et il devient le pape de la pensée managériale dans le monde entier, jusque dans les années 80. Enseigné et fêté à Harvard, accueilli tapis rouge à HEC, etc. Et tout cela pour vous dire qu'il n'y a pas que la médecine, il n'y a pas que la physique, il n'y a pas que la technologie, hein, des avions en réaction, des V2, etc. Il y a aussi ce qui constitue la tessiture, la texture de notre monde. De notre monde. Ils ne sont pas sur Mars, les nazis. Ils ne viennent pas de Mars. Ils sont ici et maintenant, si vous voulez, dans l'Europe et dans l'Occident des 19e et 20e siècles. Et ils participent, comme d'autres, à la construction de ce monde qui est le nôtre. Et après 1945, tout ne se dissout pas comme par enchantement. Il en reste des choses. Le darwinisme social se porte très bien aujourd'hui, il me semble, puisqu'on vous dit, on vous répète qu'il faut être un battant, qu'il faut être fit, qu'il faut être au top, qu'il faut recharger les accus, qu'il faut réparer la machine. Tout ça, c'est du darwinisme social, si vous voulez. D'accord ? Et le racisme et l'antisémitisme, ça va à peu près. Et quant à la pensée managériale déshumanisante, il me semble qu'elle aussi a encore de très beaux jours devant elle. Merci Johan. Merci Johan, je vois que tu es venu avec les militants de ton parti. Donc j'aime. Bon, de toute façon, je savais hein, que Johan allait sortir Reinhard Höhn, je le connais par cœur. Non pas Reinhard Höhn, hein, mais Johan. Et donc je m'attendais à cela, mais c'est pas à toi que... Je ne le surprends plus, après toutes ces années de couple, ça y est. The magic is gone. Voilà, enfin bon, un grand professeur à la Sorbonne que tu es, tu sais très bien que tout cela s'inscrit à chaque fois dans des contextes historiques particuliers.
Yves, je fais la transition avec ce que vient de dire Johan sur justement l'après 45. On va revenir, si tu le veux bien. On a 5 minutes. Voilà, 5 minutes avant de passer la parole à la salle. Sur justement ces médecins allemands et la médecine allemande après 1945. Ils ont participé de plein pied. De plein pied, ou plutôt de leur plein gré, à ce qui s'est passé, notamment dans le Reich, mais aussi à l'Est. Que deviennent ces gens? Ils n'ont pas guéri. Ils n'ont pas guéri du tout. Quand s'achève le procès des médecins, Karl Brandt monte à l'échafaud, la visière haute, dit-il. C'est l'exemple de la plupart de ces assassins qui ont participé directement à des assassinats. Quant aux médecins, assiste au procès des médecins un jeune psychanalyste, Alexander Mitscherlich, et un jeune étudiant en médecine, Fried Mielke. Ils sont envoyés par la Chambre des médecins pour pouvoir résumer et publier un texte sur le procès des médecins. Le texte est imprimé, remis à la Chambre des médecins. Tous les exemplaires sont détruits. Le titre, c'est « Médecine sans humanité ». Et ça, c'est le mot-clé. C'est le mot-clé parce qu'en fin de compte, ce qu'avaient compris les commentateurs Mitscherlich et Mielke, c'est que l'humanité était au cœur de cette aventure dramatique. On avait perdu l'humanité. Eux ne l'ont pas retrouvée. Eux ne l'ont pas retrouvée parce qu'il y a des étapes successives. Donc, il faut bien des médecins en Allemagne pour soigner les gens. Donc, on va essayer de dire qu'il y a eu quelques assassins, c'est fou, qu'on voit dans le procès des médecins, et que les autres, au fond, n'ont presque rien fait. On va virer quelques gens de postes universitaires qu'ils retrouveront assez vite, mais les principaux dirigeants de la médecine nazie, des gens comme Kattel par exemple, qui est un des pionniers de la destruction des enfants, comme bien entendu von Verschoor qui va retrouver une chaire universitaire, etc., vont retrouver leur activité, leur renommée et leur renommée internationale. Donc il y a des périodes de 47, 48 à la fin des procès des médecins jusqu'à 59, le silence absolu, la récupération des médecins. Puis survient l'affaire Werner Heide-Savade, c'est-à-dire la découverte que le principal expert de la T4 est en train d'exercer en Allemagne. Alors là, on renverse ce truc et un homme, Fritz Bauer, va s'emparer de ces procès et faire des procès. Mais tous ces procès se terminent justement dans le cadre de la loi numéro 10 du Conseil de contrôle allié qui autorise l'Allemagne à faire des procès, comme ont eu lieu les autres procès de Nuremberg. Et tout se termine par des peines minimes qui seront à peine appliquées et qui vont être ensuite suivies rapidement de libération des condamnés. Et avec des argumentaires qui sont insensés, comme si, par exemple, en tuant 1000 personnes, on avait évité à 3000 autres de disparaître, comme s'il y avait eu un conflit de conscience, etc., etc. Les attendus de ces procès, de ces verdicts, sont absolument insensés. Donc on arrive encore ensuite dans une période creuse, et c'est seulement quand ces médecins nazis commencent à prendre leur retraite, c'est seulement dans les années 80 que va germer une prodigieuse efflorescence d'historiens allemands. Je ne peux pas tous les citer, moi j'en connais pas mal, mais disons des gens comme Goethe Sally, comme Ernst Klee, etc., en Allemagne de l'Est, en Allemagne de l'Ouest et en Allemagne de l'Est, qui vont travailler sur le terrain avec une documentation que nous n'avions pas avant sur la médecine nazie et enfin écrire correctement l'histoire de la médecine nazie. Mais pour vous donner un exemple, dans les années, il y a une dizaine d'années à peu près, un médecin allemand qui termine sa carrière, le docteur Munch, qui a été médecin à Auschwitz, fait dans le Spiegel une déclaration insensée disant qu'on a bien fait de gazer les tziganes parce qu'ils étaient sales. On essaye en France de lui faire un procès. Et ce procès ne peut pas avoir lieu. Moi, j'étais appelé comme témoin au procès, mais il n'y avait plus rien à dire puisque le procès n'a pas eu lieu, parce que le fils de ce docteur Munch était professeur de psychiatrie à l'université de Munich et a donc montré que son père était un Alzheimer et qu'il n'était pas responsable de ses paroles. Vous voyez, on a tout fait, de génération en génération pour exonérer ces médecins nazis.
leur crime est resté impuni et leur criminalité est restée, je ne généralise pas bien entendu, mais pour un grand nombre, dans leur tête. Merci. Merci beaucoup Yves. On va, je crois, s'arrêter là pour laisser la parole à la salle. On a... Oui, c'est bien. On a à peu près un peu plus de 20 minutes. Voilà. Donc si vous avez des questions à poser à nos amis historiens, alors il y en a une là-bas et il y en a une là-bas. Alors, allez-y. Bonjour à tous. Merci pour cette très intéressante conférence. Moi, je suis géopolitologue spécialiste des zones polaires. Et vous allez me dire, ça n'a aucun rapport. Non, mais surtout, c'est pas grave. Hein. Merci. On ne l'avait jamais faite, celle-là. La question que je voulais vous poser, c'était... il y a eu une implication des nazis, notamment en Antarctique, avec notamment des expériences qui ont été menées sur les bases en Antarctique, qui avaient été à la base bâties par les Norvégiens et qui ont été récupérées par les nazis, une fois que la Norvège a été récupérée, si je peux dire ça comme ça. Est-ce que vous avez vu dans vos recherches ce qu'il s'est passé là-bas, spécifiquement peut-être, et ou peut-être la façon dont ça a été utilisé dans des camps de concentration? Parce que moi j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Donc je vous demande à vous. Merci, on va prendre plusieurs questions et après nos amis répondront. Donc il y avait une question ici. Voilà. Bonjour, merci pour vos interventions. Je ne suis pas chercheur. Je viens à ce moment d'éducation populaire qui est un grand moment pour nous tous. J'ai une question à vous poser sur le plan des causes, entre guillemets, du nazisme. Lors de précédentes conférences, on a assisté à des explications selon lesquelles le nazisme était, entre guillemets, le fruit, la genèse d'idéologie volkisch, nationaliste, la conséquence de la brutalisation de la Première Guerre mondiale. Là, vous avez démontré très fortement que le nazisme se nourrissait également fortement de thèses scientifiques mises en application. Quels sont, à votre avis, les phénomènes prépondérants? Parce qu'à un moment donné, on a du mal à nommer ou à désigner ce phénomène qui est quand même très marquant. Merci. Merci. Une autre question? Oui, bonjour. C'est au sujet des drogues. Hein. On a souvent dit qu'Hitler et son médecin personnel avaient utilisé beaucoup de drogues. Est-ce que les médecins... Oui. Ah bah, ça explique des choses. Est-ce que, au sujet donc, des soldats allemands, qu'il fallait donc soutenir, est-ce que la médecine a utilisé ces procédés également? Merci. Merci. Donc ça c'est pour Johan, donc la question. Et il y avait une, on va en prendre une quatrième ici, là juste devant. Bonjour, je voulais vous poser la question suivante. Est-ce que le lien science-nazisme que vous avez décrit se retrouve dans d'autres totalitarismes type fascisme italien, soviétique, etc. Merci, c'était une excellente question. Ok, alors on y va. Il y avait une cinquième question, une dernière. Allez, une dernière, voilà. On va faire du sport, la demoiselle. Je voudrais savoir comment on définit de façon scientifique la race aryenne. Où est-ce qu'on commence et où est-ce qu'on finit? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder l'amphi toute la journée pour pouvoir répondre à votre question, madame. Bien, on y va. Alors, première question sur l'Antarctique. Qui veut... Bon, je vais répondre parce que c'est le domaine de la SS, c'est le domaine des obsessions d'Himmler, c'est-à-dire de la non-herbe. La non-herbe qui est la recherche de l'héritage des ancêtres. Ces ancêtres étant nordiques, on part plutôt vers l'Arctique que vers l'Antarctique. Donc je connais
un certain nombre d'expéditions qui ont eu lieu, en particulier la fameuse expédition du Tibet, des expéditions qui ont eu lieu sur les recherches en Finlande, etc., mais qui ont eu lieu aussi en Europe, mais je n'ai aucune référence, peut-être Johan en a-t-il, sur une expérience, sur un déplacement dans l'Antarctique. Il faut savoir que ces déplacements ont eu lieu essentiellement avant la guerre. Une des expériences qui avait été prévue par la NONRBE sur la recherche des races au Caucase a été interrompue à cause de la progression des armées soviétiques en 1942, alors que l'on avait un foyer de races différentes dans la région du Caucase, etc. Donc, sur l'Antarctique, on est bien d'accord, il s'agit de l'Antarctique, je n'ai vraiment aucune notion. Johan non plus, il me parlait des pingouins, mais donc désolé pour cela. Alors, on va passer à la question suivante, la question de la drogue. Voilà, je me tourne vers un grand spécialiste. Oui, non, mais on reviendra à l'autre question après, parce qu'elle est un peu plus longue. Vous comprendrez. En tout cas, merci. Comment ruiner une carrière par une rumeur fallacieuse? Merci, c'est sympa. Rien de rumeur, tout le monde le sait. Moi qui n'ai jamais réussi à inhaler la fumée, contrairement à lui. Bon, bref. Les drogues, oui. Il faut voir que la chimie allemande est très performante depuis la fin du 19e siècle et qu'elle parvient à synthétiser des choses tout à fait sympathiques et agréables comme l'aspirine, mais Bayer en l'occurrence, mais également des choses alors, qui sont considérées comme étant des médicaments à l'époque, l'héroïne, la cocaïne et puis les méthamphétamines. Bon. Et parmi ces méthamphétamines, il y en a une. Alors l'héroïne, on a abandonné dans les années 20, on s'est rendu compte que ça posait quelques petits problèmes d'effets secondaires. Mais les méthamphétamines, c'était un médicament auparavant l'héroïne, mais les méthamphétamines par contre ont été utilisées comme stimulants, stimulants nerveux. Et la société nazie, enfin la communauté du peuple nazi, pour reprendre le vocabulaire de l'époque, étant je cite, une communauté de la performance, Leistungsgemeinschaft, c'est-à-dire de la performance ou de la rentabilité, du rendement, puisque le terme de Leistung en allemand veut dire les trois, performance, rentabilité, rendement. Rentabilité et rendement au point de vue démographique, faire beaucoup d'enfants, au point de vue économique, produire beaucoup et bien, au point de vue sportif et guerrier, entretenir son corps pour bien se battre. Bon. Cette performance-là doit être encouragée par les moyens chimiques et artificiels créés par le génie germanique, en l'occurrence cette pilule magique qui est la pervitine, qui est une méthamphétamine, qu'on appellera plus tard le cristal, si vous voulez, un crystal meth. Cette méthamphétamine qui est distribuée par millions de pilules à l'armée allemande lors de la campagne de 1940. On s'étonne de la résistance incroyable physique des corps allemands pendant la campagne de France, 6 semaines de marche forcée. Les types sont drogués, voilà, tout simplement. Vous voyez la correspondance de Heinrich Böll, futur prix Nobel littérature. Heinrich Böll écrit à sa famille en disant « Écoutez, j'ai épuisé mes stocks de pilules, ils ne m'en donnent pas assez, mes officiers, achetez-moi à la pharmacie du coin à Cologne, envoyez-moi des pilules. » Parce que les amphétamines vous permettent de ne pas dormir, et donc de marcher beaucoup. Et par ailleurs, il y a un phénomène d'exaltation, d'euphorie, de résistance à la douleur, qui fait que vous marchez, certains ne s'aperçoivent même pas qu'ils sont blessés à certains moments, enfin bref. Voilà, donc ça c'est très clair. Alors il y a un livre d'un journaliste qui a fait un travail d'archive qui s'appelle Norman Euler, qui a fait le point là-dessus. Alors le livre est contestable en partie parce qu'il est sensationnaliste et un petit peu, sensationnaliste pour rester poli, en partie, mais de fait il fait le point, en reprenant des travaux d'historiens, sur cette question de l'usage de la pervitine. Merci pour ces précisions, Johan. On voit bien que moi, je ne m'étais pas trompé. Donc. Je me tourne vers Yves sur les liens entre les autres, on va dire, régimes. Vous avez employé le mot totalitaire, on va le garder, c'est pas grave. On le gardera pas, Johan ne veut pas le garder, mais enfin les autres régimes, on va dire dictatoriaux, ça ira, voilà. Oui. Et leur lien à la science, peut-être sur l'URSS, Yves. Oui, il en a raison, il n'y a pas de comparaison directe, mais il est évident que la médecine en Union soviétique avait, en particulier dans le domaine psychiatrique, des implications très précises. Quelqu'un qui n'était pas d'accord avec le régime
s'il n'était pas exécuté, donc s'il vivait encore, était considéré comme malade mental. Et donc tout ce qui se passe dans les centres de psychiatrie en Union soviétique sont liés au fait que, n'adhérant pas au régime, n'étant pas dans la lignée du parti, on n'est pas bien mentalement. Donc ça se poursuit à travers, jusqu'après la mort de Staline. Les hôpitaux psychiatriques sont pleins de personnes en très bon état mental qui sont simplement des opposants et qui, quand même, aux yeux du régime, sont considérés comme des personnes atteintes de maladies mentales. Voilà. Je ne connais pas la situation en Italie, donc je ne m'étendrai pas là-dessus. Je ne peux pas comparer. Il y a un développement des sciences biologiques, des sciences de la race en Italie à partir du moment où, ça c'est Marianne Matar-Bonucci qui l'a bien montré, dans l'Italie fasciste et la persécution des juifs, on a cru longtemps que les fascistes se mettaient au racisme et à l'antisémitisme pour imiter les Allemands. Alors c'est un peu vrai en partie, mais c'est surtout un phénomène de relance interne du projet fasciste par la conquête coloniale, par l'épopée coloniale et impériale qui évidemment repose sur une idée raciste, sur des présupposés racistes, et parmi ces présupposés racistes, l'antisémitisme. Voilà. Au grand étonnement des fascistes italiens qui étaient juifs. Ils n'ont pas compris que du jour au lendemain, ils ne soient plus désirés dans la communauté nationale. Voilà. Bien, merci. On va passer aux deux questions qui vont nous garder tout le week-end. Je vais quand même dire quelque chose sur le Japon, pardon, j'y pense, le parce Japon. qu'il faut quand même parler de l'unité 731. Il faut savoir que la médecine japonaise a utilisé des cobayes qui étaient donc des citoyens japonais, des citoyens chinois, de 1932 à 1945, dans une unité de recherche qui, à partir de, je crois, 1939, est baptisée Unité 731, que des milliers d'étudiants japonais ont été formés dans cette unité 731 dirigée par Ishio Shiri, qui est un grand professeur donc japonais, qu'après la guerre, un envoyé de MacArthur a été demandé à Ishio Shiri de lui donner ses résultats, qu'il a communiqué tout ce qu'il savait sur la guerre chimique et que l'unité 731 n'a pas été impliquée dans le procès de Tokyo. Voilà. Bien, donc je disais, merci Yves. Nous allons passer aux deux dernières questions. On verra si on a le temps d'en prendre une ou deux ensuite, mais a priori celles-là vont nous garder un petit peu de temps, vont nous prendre un petit peu de temps. Le phénomène prépondérant, je me suis demandé le phénomène prépondérant dans l'avènement, si on peut le dire comme ça, l'avènement du nazisme. Tu as 2 minutes. Oui. Non, je préfère commencer par la race aryenne parce que là c'est plus rapide. Ça va être plus rapide. Il n'y en a pas de définition et à la fois les juristes, les biologistes, les médecins nazis sont bien en peine de produire une définition de la race dite aryenne ou plutôt germanique nordique. Dès lors, on prend comme levier l'autre. L'autre, c'est le juif. Le problème, on n'arrive pas non plus vraiment à bien définir les juifs. Pourtant, on se donne de la peine pour cela. Et c'est un débat qui a divisé, occupé médecins, juristes, anthropologues, raciologues pendant toute la durée du régime et qui montre le caractère un petit peu friable peut-être du sol scientifique sur lequel ces gens-là évoluaient. Je voudrais ajouter une chose, c'est que les races humaines n'existent pas. Cela a été démontré quand même par l'UNESCO, malheureusement, après la guerre. Il n'y a pas de race dans l'espèce humaine, que ce soit bien clair. Quand on parle de race, on parle au passé. Il y a des races dans certaines espèces animales, il n'y a pas dans l'espèce humaine. Et toutes les recherches qui visent à essayer de démontrer qu'il y en a sont erronées. La meilleure définition est que si vous avez besoin d'un rein, on peut vous le procurer à travers le monde et beaucoup plus que chez vos voisins, uniquement par des recherches donc biologiques qui montrent que nous ne sommes qu'un seul ensemble humain et que parler de race aujourd'hui, parler de racisme au passé, d'accord, mais parler de race aujourd'hui est un non-sens. C'est même une parole, je dirais, criminelle.
Juste un petit Vas-y. complément à ce que disait Yves. Les races sont une absurdité scientifique, la génétique l'a très bien montré. Par contre, les races ont une existence sociale et culturelle. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène d'auto-racialisation ou de racialisation de l'autre. On se reconnaît comme blanc, comme noir, comme je ne sais pas quoi. Et de fait, il y a une réalité sociale. Donc, ça reste un concept des sciences sociales, hélas, parce qu'il y a une réalité culturelle et sociale de la chose. Voilà, c'est juste pour préciser. Biologiquement, c'est un non-sens. Johan, sur la question du phénomène, si on peut parler de quelque chose qui serait prépondérant dans l'avènement du nazisme. Je ne saurais pas vous dire. Ce que je peux vous dire, c'est que selon la sensibilité de tel ou tel historien, selon la direction de ses recherches, il va préférentiellement mettre l'accent sur tel et tel facteur, si vous voulez. Mais tout discours monocausal ou monofactoriel, ça existe. Hein. Généralement, ce ne sont pas des historiens qui défendent cela. Hein. N'a aucun sens. Si vous voulez, moi, dans la manière dont j'ai abordé le phénomène nazi, qui est une lecture, on va dire, culturaliste, hein, avec de l'histoire sociale, mais un fort postulat selon lequel les idées et le discours, si vous voulez, le discours au sens de vision du monde, de culture, d'idéologie, est prégnant dans l'effectuation des actes. Hein. Je pense que le nazisme est un cas d'école pour étudier, voire estomper cette distinction classique en épistémologie de l'histoire entre discours et pratique, si vous voulez. Là, discours égale pratique, et réciproquement, c'est assez frappant. Dans cette manière-là, moi, que j'ai de voir les choses, qui est débattue, j'estime il faut remonter en amont, au moins, on peut remonter bien en amont également, mais au moins jusqu'aux années 1870-1880, qui sont des années de modernisation rapide, brutale, dépaysante au sens littéral du terme, hein, de cette Allemagne qui, en gros, de puissance rurale et agricole, devient la première puissance industrielle au monde, hein, en 1914. Par ailleurs, elle connaît une explosion démographique, plus 27 millions d'habitants en 40 ans. Hein, c'est un taux de croissance gigantesque. C'est une explosion démographique. L'Allemagne fait sa transition démographique à cette époque-là. Ensuite, vous ajoutez la Grande Guerre, ses traumatismes civils, militaires, culturels, politiques, etc. Et vous avez un monde qui est déstabilisé au niveau des individus, au niveau des groupes, au niveau des identités dans lesquelles on se reconnaisse ou pas, et plusieurs types de discours, d'idéologies, propositions politiques qui circulent pour apporter des réponses à ceux qui se posent des questions, c'est-à-dire tout le monde en gros. Et il se trouve que dans le contexte de l'Allemagne des années 20, très particulier, multi-traumatisé, multi-éprouvé, parce que vous rajoutez ensuite l'hyperinflation, la quasi-guerre civile jusqu'en 23, la guerre à l'Est jusqu'en 21, et puis rebelote la Grande Dépression à partir de 1929, qui frappe l'Allemagne comme aucun autre pays au monde, hein, avec des phénomènes comme la famine de masse qui réapparaissent, la tuberculose au début des années 30, vous avez une idée des traumatismes et des interrogations, des idées également de fin du monde qui sont présente dans la culture allemande depuis la Renaissance, hein, une espèce de millénarisme lié à une peur de l'extinction, de l'apocalypse, etc., depuis les anabaptistes, depuis Luther, enfin bref, voilà. Dans ce contexte-là, il se trouve qu'un texte, en l'occurrence un discours, hein, j'emploie le mot texte au sens métaphorique, dans ce contexte, un texte gagne ces éléments de crédibilité, voire de désirabilité, qui est le discours nazi, qui, dans ce maelstrom, dans ce grand égarement contemporain, rassure les gens en disant « Écoute, ne t'inquiète pas, hein, Dieu a disparu, les religions se combattent, c'est la guerre des dieux, politiquement on ne sait plus où on en est, etc. Moi, je vais te dire qui tu es. Hein. Et ce que tu es, ce n'est pas un chrétien, un protestant, un juif, les juifs, bon, voilà, c'est autre chose, un social-démocrate, un communiste, etc. Tu es un germain, voilà. Et tu es quelque chose de concret, c'est le sang, c'est la chair, c'est la race, voilà. Rassure-toi. Donc il y a une forme d'intériorisation de la métaphysique, de transcendance qui devient immanente au corps même de l'individu, qui est rassuré puisqu'il est membre d'un groupe de manière nécessaire, biologiquement, et par ailleurs, il se trouve que ce groupe est le meilleur au monde. Voilà, ce qui a ses vertus également de réassurance. Donc les nazis rassurent, ils rassurent également en relisant l'histoire, en l'interprétant et en l'expliquant, ils relisent également l'époque contemporaine en livrant les clés d'interprétation, et ils ne se contentent pas de cela, par ailleurs, ils offrent des solutions de sortie aux crises contemporaines. Donc vous voyez que tout est entremêlé là-dedans. Le politique, le social, le culturel, le religieux, l'expérience de guerre, les déceptions de la paix, tout cela est entremêlé
dans un grand contexte culturel auquel le nazisme vient donner sens. Voilà. Très rapidement. Donc on aura retenu le contexte. Il n'en reste. L'idéologie. Oui, mais l'idéologie s'inscrit dans le contexte. Allez, Yves, Moi, pour je voulais terminer. juste dire un mot. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Johan, mais il n'en reste pas moins que quelque chose devait éclater. On était dans un contexte où quelque chose devait éclater, mais la personnalité d'Adolf Hitler a fait le national-socialisme. On ne peut empêcher cela. Je sais que tu ne seras pas d'accord, mais c'est quand même lui qui a cristallisé tous ces événements. Moi, j'ai souffert en me tapant la lecture de Mein Kampf. Je sais que ça n'a pas eu du succès au début, mais ça a quand même marché. Il n'en reste pas moins que ce tribun exceptionnel, ce délirant, a réuni des masses. Quand on voit les grands discours des années 36, etc., les grands spectacles de Nuremberg, c'est quand même Adolf Hitler. On est dans la folie. Ils avaient peut-être besoin de lui, mais c'est lui. Sans lui, qu'est-ce qui serait passé? On est dans la fiction historique. Disons que c'est un des facteurs, Hitler, important, effectivement, mais Hitler n'est pas fou. Hein. Ah non, mais il n'est pas fou. Non, mais c'est un des facteurs importants, effectivement. Il n'est pas fou, mais c'est lui qui est quand même le patron. Le patron, parce Bien. qu'il s'est divisé. Alors, donc on va commencer la deuxième table ronde. Bien, il me reste à remercier Yves Ternon. Merci beaucoup, Yves. Et merci beaucoup, Johan, aussi. Merci beaucoup. Et merci à vous d'être venus si nombreux.